Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans tout ce débat inflation, inflation transitoire, temporaire, récession, ce dont je parle très souvent en fait, c'est de l'imaginer comme une sinusoïdale et d'imaginer en fait que vous avez eu une compression à un moment donné et de goulots d'étranglement qui ont été induits par le Covid, c'est quand même pas rien, on a stoppé l'économie pendant plusieurs mois. Et ce que l'on paye aujourd'hui, au final, c'est non seulement, oui, la réponse des banques centrales, mais si les banques centrales n'avaient pas répondu de la manière dont elles ont répondu, si les gouvernements n'avaient pas répondu de la manière dont ils ont répondu, aussi rapidement qu'ils ont répondu, l'inflation aujourd'hui serait le cadet de notre souci puisqu'on serait rentré dans des dépressions économiques dont il aurait été compliqué de se relever. Donc c'est toujours ça évidemment, c'est toujours facile évidemment de tirer sur l'ambulance, a posteriori de tirer sur les banques centrales, etc. Mais comme je vous l'ai expliqué, les banques centrales ne sont pas seules responsables, les gouvernements sont extrêmement responsables également et surtout l'avenir et la façon dont l'économie va évoluer et la façon dont l'inflation va évoluer, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui va être durable dans le temps ou est-ce qu'on va revenir à une normalité, et quand on entend normalité, c'est ce dont on a connu les 10 dernières années. C'est ça vraiment la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est ces éléments-là. C'est est-ce que le monde de demain est vraiment différent du monde d'hier? Lorsqu'on parle de déficit justement d'offres par rapport aux matières premières, notamment fossiles, lorsqu'on parle justement de pousser vers la transition énergétique qui requiert encore plus de matières fossiles ou de métaux, qui sont eux-mêmes finis. Voilà, c'est de ça dont on parle. Et je passe évidemment l'élément de guerre. Donc, souvent, je vous ai dit, il faut l'imaginer de cette manière-là, pour éviter de vous faire balader. Parce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Évidemment, c'est que tout le monde a raison, tout le monde a tort, c'est qu'une question d'horizon de temps. C'est-à-dire, dire que l'inflation va durer, oui, très bien, mais encore une année, probablement, 2 années, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans 2 ans, dans 3 ans? Dire qu'on va se prendre une récession, ou au minimum, je veux dire, une réduction de la croissance. Très bien, est-ce que c'est temporaire? Quelle va être sa force? Quelle est sa durée également? Donc c'est bien là, si vous voulez, où vous devez comprendre par rapport à tout ce que vous lisez ou tout ce que vous regardez à droite et à gauche, vous devez bien comprendre quand quelqu'un vous partage justement sa vision du futur, entre guillemets, il parle de quelle temporalité? Est-ce qu'il parle de 1 an, 3 ans? Est-ce qu'il parle de 5 ans, 10 ans? Parce qu'évidemment, si on peut faire rentrer en ligne de compte la démographie, on peut faire rentrer en ligne de compte un certain nombre de sujets également pour essayer d'avoir des projections beaucoup plus long terme, à 10 ans et plus. Mais ce qui nous intéresse dans une vie d'investisseur, évidemment, c'est plus les sous-vagues, comme je vous le dis souvent, que la vague d'ensemble, puisque la vague d'ensemble, ma foi, on n'a souvent pas assez d'une vie d'investisseur pour véritablement investir sur des vagues de fonds. Donc on fait des sous-vagues, ou en tout cas ce sont celles qui vont le plus nous intéresser, parce que ce sont celles qui peuvent nous rapporter donc de jouer plus les sous-vagues. Donc quand on réfléchit de cette façon-là en mode de vague, on réfléchit donc à cette sinusoïdale, et donc de bien voir cet effet élastique également. C'est-à-dire que quand vous allez étirer un élastique et que vous allez lâcher, qu'est-ce qui va se passer? L'élastique va d'abord aller dans le sens contraire du sens dans lequel vous l'aviez étiré, d'une manière très violente, très forte. Ensuite, il va revenir, évidemment, il va revenir au sud, d'une manière également forte, mais moins forte que précédemment, et il va repartir au nord, repartir au sud, et au fur et à mesure, en fait, ça va faire, votre volatilité va baisser et vous allez tendre en fait vers une normalisation. C'est pour ça que je vous dis que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une transition, mais qui n'est pas temporaire et qui va nous amener vers une normalisation, vers un nouveau normal, vers quelque chose justement qui sera et qui deviendra notre habitude pour les 10 années à venir. Mais vous avez une période de temps qui s'étire donc de quelques mois à quelques années, et en fait, plus vous avez des variants Covid, plus vous avez la guerre qui s'étire, et plus en fait cette transition s'étire également dans le temps, puisque ces éléments-là ne permettent pas en effet
de normaliser plus rapidement puisqu'on maintient donc une pression sur un certain nombre d'acteurs et d'actifs qui maintiennent donc un certain nombre de goulots d'étranglement qui ne sont pas résorbés aussi rapidement. Mais finalement, comme on s'en était parlé également, l'inflation porte en elle-même ses propres solutions parce que moins on résout ces problématiques-là rapidement, plus le marché continue d'être tendu, plus le marché continue d'être tendu, plus il fait de l'augmentation de prix et de l'inflation, plus vous avez une augmentation des prix, et moins et plus les gens ont bouffé leur épargne qu'ils avaient de côté avec le Covid, et moins ils ont la capacité d'accepter ces hausses de prix, et donc ils vont repousser à plus tard leurs achats, ce qui induit tout simplement une baisse de la demande. Et cette baisse de la demande finit par induire une baisse de l'inflation. C'est ça la normalisation, et c'est ce vers quoi nous allons. Maintenant, bien entendu, il ne faut pas penser que l'inflation repassera à 2% en l'espace de 6 mois. C'est ça, ces éléments-là. Et donc, je vous parle souvent de, si on veut essayer de comprendre un petit peu la période actuelle et cet aspect de transition, c'est de complètement ne pas prendre en compte les années 70, parce que pour moi c'est une fausse bonne idée de se comparer aux années 70, on n'est absolument pas dans ces éléments-là, d'un point de vue économique premièrement, et d'un point de vue choc pétrolier dans une deuxième période, mais de plus comparer au sortir de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, mais mon idée c'est bien de vous donner cette image-là, de bien comprendre cet aspect sinusoïdal qui va vous permettre, on va dire, de vous projeter et d'éviter de vous faire balader par le marché qui va faire des à-coups entre l'inflation, elle est encore là, certes elle va baisser, mais pas aussi vite qu'on le croit. La croissance, elle est en train de baisser, on va aller vers la récession peut-être, oui, mais peut-être pas aussi vite qu'on le croit. Les banques centrales vont continuer de remonter leurs taux. Oui, elles vont les remonter, mais peut-être pas aussi longtemps qu'on le croit, et elles vont faire une pause intermédiaire, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont bien de vous dire qu'au jour le jour, le marché, on a l'impression qu'il choisit un camp plus qu'un autre, mais en fait, il est tiraillé, et petit à petit, ce n'est qu'au fur et à mesure qu'on construit la tendance future. Et donc, dans ce tiraillement, vous avez la sinusoïdale, vous avez l'effet élastique également qui se met en place en attendant que des nouvelles tendances soient créées. Et donc, avant que ces tendances soient créées, vous avez ces phases de congestion, où la volatilité baisse au fur et à mesure avant qu'une nouvelle indication et qu'une nouvelle décision soit prise. Donc, ce graphique, pour moi, il est ici, là. Bon, c'est un graphique, vous le voyez, avec le bullwhip effect, évidemment, cet aspect justement de supply chain. Et ici, alors, ne prenez pas en ligne de compte tout ce qui c'est lié par rapport, évidemment, à la police, à la politique, on va dire, des banques centrales, de la Fed, mais aussi des gouvernements, où on prend les décisions toujours en retard. On n'est pas dans l'anticipation, mais en même temps, ce n'est pas la mission. C'est donc, on va acter, si vous voulez, sur des statistiques qui vous donnent déjà le passé. On va acter de prendre des décisions à partir de ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, on est plus dans des politiques qui sont réactives que dans des politiques qui sont proactives, mais c'est comme ça, c'est absolument pas le rôle de toute façon des politiques et je dis malheureusement, on peut dire malheureusement, et des banques centrales que d'anticiper les choses. Donc ils sont plutôt en mode réactif. Et donc ce qui pêche évidemment, c'est que quand les choses commencent à aller mieux, on tarde finalement à arrêter les aides, et donc on accumule un peu plus d'inflation. Et quand les choses vont mal, c'est déjà trop tard, globalement ça va déjà mal avant qu'on commence éventuellement à aider le marché. Sauf pendant le Covid, où la réaction, et Warren Buffett l'avait dit également, il avait été surpris de toute façon par la force, l'amplitude et la vitesse à laquelle les banques centrales et les gouvernements avaient réagi. Donc là, ça avait été vraiment un effet X, alors que d'habitude, les banques centrales, les gouvernements sont plutôt en retard. Et en règle générale, comme le marché boursier anticipe également, vous avez toujours un effet de 6-9 mois de différence, alors que sur le Covid, globalement, ça a été 2 semaines. Donc ce graphique-là, vous le voyez, c'est bien, pour moi, il résume bien ce à quoi il faut s'attendre quand on parle d'inflation, quand on parle de croissance. Vous voyez, vous avez cette compression des prix à un moment donné qui est fait, on comprime en fait le marché, on a cet effet soulagement lorsque tout le monde sort, a beaucoup d'épargne et on veut dépenser, et puis les chaînes de production ne sont pas encore remises en route, etc. Bam, la variable d'ajustement, c'est le prix. Et puis à un moment donné, tout arrive à un pic, on a des pénuries, etc., on a de l'inflation, et donc à ce moment-là, boum,
c'est le retour de bâton. Mais ce retour du bâton, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur globalement. C'est pas quelque chose où il faut crier oh mon Dieu la récession, oh mon Dieu la fin du monde. Et puis tous les gourous de YouTube vous expliquent évidemment que c'est la faute des banques centrales, la faute des gouvernements, la faute de tout le monde, etc. Et qu'il faut tout changer, changer le système, etc. Et qu'on va droit à la catastrophe. Non, en fait, c'est une normalisation qu'on est en train de faire. On est en train de normaliser tout ce qu'on a induit finalement par de la réaction et par du libéral et par justement du non-libéral, par de l'interventionnisme à outrance, et ça va continuer. Et donc on est en train de normaliser ça, et c'est normal. Donc on va vous parler évidemment de la faillite des entreprises, on va vous parler, tiens, les faillites d'entreprises sont en train d'exploser. Oui, mais il faut arrêter de comparer par rapport aux statistiques de 2021 ou de fin 2020, où tout le monde était aidé et on a fait en sorte justement d'éviter les faillites. Il faut revenir à comparer ce qui est comparable dans vos résultats d'entreprise, dans vos faillites d'entreprise, dans vos statistiques économiques, à 2019, à 2018. Il faut comparer justement là où on était à partir de ce moment-là où le marché n'avait pas cet interventionnisme et n'avait pas ces aides en pagaille. Parce que forcément, on va avoir aujourd'hui beaucoup plus de faillites que ce qu'on avait pendant la période Covid où tout le monde était aidé. Là, on va retirer les aides, on va demander de rembourser les aides, donc forcément, le marché va refaire son tri sélectif. Et quelque part, c'est positif. On ne peut pas aider tout le monde. D'une part, ça coûte cher, et deuxièmement, ce n'est pas du capital qui est employé à bon escient. Et c'est le seul reproche qu'on pourrait faire au gouvernement finalement et aux banques centrales, c'est qu'on a rasé gratuit un petit peu sans discernement. Et c'est ça qui crée également un peu plus d'inégalités et également finalement des conséquences qui sont pires que les mots, puisqu'on continue de créer de l'inflation et de pousser sa durabilité, ce qui peut éventuellement influer derrière sur des grèves, des volontés d'avoir des augmentations de salaire, et à partir du moment où on rentre dans ce type d'engrenage-là, une inflation qui peut être beaucoup plus durable, en tout cas, même si elle finit par baisser, donc on rentre dans une désinflation dans les mois et dans les années à venir, on va rester sur des niveaux d'inflation qui sont bien supérieurs à ceux qu'on a connus sur les 10 dernières années, donc sur du 3-4% éventuellement, lorsqu'on aura terminé globalement la normalisation. Mais c'est ça la transition, c'est pas de penser que ça se fait en 6 mois, on est sur de l'économie, donc on est sur plusieurs années. Donc du coup, le schéma que je vous donne avec cette sinusoïdale, là, c'est bien de penser que c'est plusieurs années. Et vous le voyez, les vagues sont de moins en moins fortes, mais avant d'arriver à un niveau de normalisation où vous avez retrouvé un équilibre entre l'offre et la demande, et donc on revient sur moins de volatilité et donc une normalisation de l'économie. Et pour bien fonctionner, une économie a besoin de moins de volatilité, c'est comme tout. On a besoin que les monnaies n'évoluent pas d'une manière super volatile entre elles. C'est ce qui permet de créer la confiance entre les opérateurs, c'est ce qui permet que quand je vais décider d'acheter un certain nombre de choses et puis de payer en avance, je sais que dans 90 jours, éventuellement, je n'ai pas eu une fluctuation de ma monnaie qui est telle que soit moi j'y perds ou j'y gagne, et le producteur ou le vendeur également il perd ou il gagne par rapport à ça. C'est pour ça, bon, ça faisait partie des relais également quand on avait parlé de est-ce que le Bitcoin est une monnaie. Pour moi, c'était un aspect qui était très important. C'était le spéculateur veut de la volatilité, évidemment, alors que si on veut vraiment que ce type de choses fonctionne, outre évidemment la quantité qui rend la chose impossible, c'est la volatilité intrinsèque. Donc voilà un petit peu, c'est ça, vers quoi? Vers une normalisation, mais il ne faut pas croire que ça met 6 mois. Et puis, si vous avez la guerre qui dure, si vous avez la Chine qui continue de faire du Covid-0, si on se tape un nouveau variant, etc., tout ça, ça vient s'ajouter et ça ne fait que repousser le schmilblick. Donc il ne faut pas dire, à un moment donné, toujours pareil, il ne faut pas dire, voilà, transitoire, ça ne veut rien dire, etc. Non, il faut intégrer tous ces éléments-là. Et ne pas pointer du doigt, ça ne sert à rien globalement, et ça nous fait sortir de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de bien avoir cette vue d'ensemble que ça ne sera pas un long fleuve tranquille et que ça ne sera pas inflation, plus d'inflation, et derrière un encéphalogramme plat. Non, c'est des courbes et donc c'est des vagues. Et donc c'est ça pour moi ce qui est important aujourd'hui de vous exprimer, c'est de bien comprendre un petit peu qu'on a ces vagues-là. Et que c'est ça la normalisation, et que c'est ça la transition, et que ça prend du temps. Donc du coup, je reviens à mon topo.
Donc vous avez le graphique, c'est-à-dire de bien comprendre, en fait, si vous voulez, que vous avez cette compression. Donc vous avez finalement l'inhabituel, et puis petit à petit, on va normaliser vers un nouveau, quelque chose de plus normatif et donc d'habituel. Mais en gros, c'est pas de penser, l'inflation, en gros, elle va connaître un pic, puis on va la normaliser, puis on continuera de connaître une inflation, plus que probablement. Alors je ne rentre pas dans les débats de qu'est-ce qui est déflationniste, comme la technologie, le point de vue structurel de la démographie, etc. Et puis les aspects plus inflationnistes, voilà, où les produits coûtent plus cher en Asie, donc ils vont exporter dorénavant, ils ont exporté de la déflation sur les 20 dernières années, mais maintenant ils vont se mettre à exporter de l'inflation. Le dollar également qui continue d'être cher, qui est inflationniste aussi. Bref, un certain nombre d'éléments, les matières premières, etc. Bref, vous avez les deux camps et on peut discuter pendant des heures et des heures, en effet, sur ce qui est déflationniste, ce qui va être inflationniste, mais là, pareil, il faut parler, c'est quoi? C'est l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais, c'est ces éléments-là de temporalité qui sont les plus importants avant de balancer des trucs dans l'air comme ça, et ça rapporte absolument rien, et surtout, ça vous fait vous faire balader, parce que le marché, lui, il ne va pas choisir un camp, il va procéder par à-coups. Donc du coup, c'est toujours la même idée, c'est oh mon Dieu la dette. Cette dette, si on regarde par rapport à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on est à peu près sur les mêmes niveaux de dette par rapport au PIB. Donc vous avez deux choix, soit vous réduisez la dette, soit vous augmentez le PIB pour réduire votre pourcentage dette sur PIB, soit vous faites les deux évidemment, et en plus si vous avez un petit peu d'inflation et que vous réussissez quand même à maintenir votre niveau de vie et à faire croître votre PIB, à pousser les gens à consommer, et que vous avez un peu d'inflation, ça permet de résorber quand même à minima aussi la dette. Mais globalement, c'est ce qu'on a fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On a capé, ce qu'il faut comprendre à sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a capé également les taux longs. Donc il ne faut pas également dire, regardez, la défragmentation de la BCE, ça ne marche pas. On a les taux longs qui vont remonter, si jamais ils montent au-delà des 4, 5%, bah, tout le monde est insolvable, tout le monde fait faillite. Il faut vous dire globalement que les banques centrales ont encore des cartouches. Si ce n'est les taux, ce n'est pas les seules cartouches, c'est également à un moment donné de travailler, et l'outil de défragmentation de la BCE, c'est ça également, c'est de travailler justement une espèce de cap sur l'augmentation des taux longs pour les maintenir justement à un niveau qui reste soutenable. Donc il y a la dette, et puis ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est justement l'intérêt de cette dette, c'est-à-dire ce que l'on va payer pour cette dette. Parce que certes, on a plus de dettes qu'avant, mais elle coûte encore aujourd'hui moins cher que le moins de dettes qu'on avait il y a 10 ans, et qui coûtait plus cher puisque les taux étaient plus élevés. Donc évidemment, l'évolution des taux, c'est important, mais ce qu'il faut bien prendre en compte également, c'est la fluctuation de cette évolution des taux. Même chose que pour tout le reste, c'est la volatilité qui fait mal au marché. Si les choses progressent petit à petit, le marché a le temps de s'adapter. Si les choses progressent ou baissent de manière très rapide et puis surtout très fluctuante, c'est là où le marché a énormément de mal, et c'est là où on rentre dans des crises. Donc tout ça pour dire que voilà, au niveau de cet élément-là, on est dans du deleveraging, et on va rentrer dans du deleveraging de dette, mais qui peut se faire justement par la dévaluation de la monnaie qui revient à créer de l'inflation. Ça revient à la même idée. Et puis si vous avez connu globalement les anciens francs, les nouveaux francs, je veux dire, c'est rien de plus également que ce qu'on a fait aussi dans les années 70 et dans les années 80. Et puis si on regarde le dollar, globalement sur les 100 dernières années, je ne sais pas, elle a dû perdre peut-être 95% de sa valeur. Mais globalement, ça se retrouve derrière dans de l'inflation, et ça se retrouve dans du progrès de PIB, et dans un certain nombre aussi de progrès économiques, de progrès sociaux, etc. Bref, il n'y a pas tout à jeter non plus, il faut savoir aussi pourquoi on fait un certain nombre de choses. Donc, je ne dis pas évidemment qu'on va faire comme les années 40, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, bien entendu. Mais c'est juste pour vous faire comprendre, si vous voulez, que vous avez un choc exogène, en l'occurrence le Covid, et qu'à partir de ce moment-là, donc, vous avez la transition. Il y a le marché qui s'adapte, et maintenant,
on a le marché qui se réadapte quelque part à la normalité. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que si vous regardez cette courbe ici de l'inflation US, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que vous voyez un pic inflationniste au sortir de la guerre, ben vous avez tout simplement un surplus de demande et les entreprises qui étaient en déficit d'offres, il faut le temps que tout le monde, ben déjà de reconstruire des usines à l'époque, et puis de reprendre des travailleurs, etc., et de former tout le monde, et d'arriver justement à pouvoir niveler justement les supply chains et répondre à la demande. Et puis après, regardez bien ce qui se passe hein, sur les 2 années qui suivent, vous avez cette inflation qui baisse drastiquement jusqu'à partir en déflation, hein, mais on y reste très peu de temps. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'en fait vous avez cet effet élastique là, c'est-à-dire qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale et on a cet effet où voilà, ben, on se retrouve dans une congestion et une compression prix-croissance, et puis après vous avez le contre-coup. Et pour moi, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est dans le contre-coup. Mais ce contre-coup-là, ce n'est que finalement la deuxième vague d'une normalisation qui va s'étirer sur plusieurs vagues. Et vous le voyez, sur les années ensuite, on connaît une faible période même de déflation. Et on n'est pas à l'abri, on n'est potentiellement pas à l'abri, même après tout ce qu'on nous dit sur les matières premières, les crises, les machins, l'inflation qui va être durable, qui ne peut pas se résorber. Je ne connais pas l'avenir et je ne cherche pas à essayer de deviner l'avenir. Tout ce que je vois, c'est qu'il faut que je me prépare à l'inattendu. Et une manière de me préparer à l'inattendu, c'est d'aller un petit peu à la tangente, voir quels sont les autres scénarios possibles. Et donc, un des scénarios possibles, c'est qu'on cherche tellement à s'auto-infliger une crise et une récession qu'on va trop loin et qu'après avoir sous-estimé l'inflation, on va la surestimer. Et qu'en la surestimant, on va du coup réduire les liquidités sur le marché, on va resserrer monétairement plus qu'il ne le faut, plus longtemps qu'il ne le faut. Et à partir de ce moment-là, on va créer finalement une crise de la demande qui va d'elle-même en fait faire baisser les prix. Et si on est dans ce côté réactif et qu'on ne réagit pas suffisamment vite, eh ben, il y a possibilité en effet qu'on impacte tellement la demande que l'inflation passe en territoire négatif et devient de la déflation de la même manière qu'on passe en récession. Mais ça sur un court laps de temps. Et ensuite, en fait, vous avez tout de suite les mesures qui vont rentrer en ligne de compte parce que après l'inflation, ennemi public numéro 1, la récession sera l'ennemi public numéro 1 et donc on relancera la machine économique. Et à partir de ce moment-là, en fait, eh bien, on va recréer de l'inflation puisqu'on va relancer la demande. Et ainsi de suite, vous le voyez sur ce diagramme également, on retrouve cet aspect de sinusoïdal. Mais par exemple, vous voyez au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde à l'époque parlait évidemment sortir de guerre, hyperinflation de sortie de guerre, mais comme vous pouvez le voir, ça a été quand même extrêmement contrôlé. Alors certes, les taux longs étaient aussi contrôlés à l'époque, et ils étaient maintenus à un taux bas. Donc voilà, je n'ai pas vocation à vous dire que c'est exactement ça qui va se passer. Je pourrais rentrer encore plus dans le détail et faire un article justement ou une vidéo pour exprimer toutes les choses communes qu'il y a avec les années 40, la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc les années 45-50, et toutes les différences également qu'il y a. Et pourquoi je pense de toute manière qu'on est dans la même type de réponse, parce que vous le voyez, qui dit transition énergétique dit investissement massif, qui dit investissement massif alors qu'on a déjà une dette massive, dit justement qu'il va falloir faire un petit peu de contrôle de taux pour maintenir les taux longs suffisamment bas pour qu'on continue de pouvoir emprunter et de pouvoir investir, et maintenir également une certaine motivation aux consommateurs pour qu'ils continuent de consommer. Donc on est dans ce jeu d'équilibriste, et c'est quelque chose qu'on a connu également donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où c'était les mêmes enjeux, énormément de dettes, et il faut tout reconstruire, donc énormément d'argent nécessaire, d'où le plan Marshall, etc. Et ça, cet argent-là, voilà, il faut bien le créer, il faut bien le trouver, et donc il faut maintenir les taux bas pour évidemment que le coupon et l'intérêt que l'on paye sur ces nouveaux investissements soient suffisamment bas pour que le taux reste viable. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que aujourd'hui, les cartouches existent, les moyens existent, et il faut arrêter, je pense, de sous-estimer l'ingénierie financière des banques centrales. Ce qu'elles font aujourd'hui n'est rien de neuf par rapport à ce qui a été fait dans les années précédentes.
il ne faut jamais omettre, de la même façon que les gouvernements sont capables de réquisitionner de l'or, de la même manière qu'un gouvernement américain dans les années 30 est capable de vous obliger à mettre tout votre or dans une même banque, etc. Donc il faut regarder l'histoire. Certes, elle ne se répétera jamais à 100%, et il y a fort à parier que cette fois, il y a un certain nombre d'éléments qui sont différents. Mais je pense que c'est important quand même, surtout dans ces éléments-là où on a l'impression de perdre un petit peu tout le monde entre voilà, la peur de la récession, l'inflation qui va durer, etc. Vous pouvez avoir cet effet d'élastique, cet effet sinusoïdal, et on peut très bien, contre toute attente, dans un an, se dire « Oh mon Dieu, la déflation !» Et ça sera à ce moment-là, je ressortirai mes petits papiers et je dirai « Ok, oh mon Dieu, la récession, oh mon Dieu, la déflation !» Mais en fait, c'est de la normalisation et on est juste en bas de l'élastique et derrière, on va remonter. Et on continue notre normalisation qui est transitoire, mais la transition, c'est d'aller d'un point A à un point B. Mais derrière, c'est bien comprendre que ça ne se fait pas en 6 mois. Donc quand on parle de transition, on est sur 3 ans, on est sur 4 ans, on est sur 5 ans potentiellement. Mais l'idée là, c'est qu'en tant qu'investisseur, en fait, il faut être préparé sur ces 5 prochaines années à un petit peu connaître tous les cycles. Plus rapide au début, le choc exogène Covid, derrière le retour de bâton, le contre-coup, et ensuite la normalisation qui va mettre un petit peu plus de temps où la volatilité petit à petit va baisser. Mais en gros, voilà, c'est bien comprendre ces éléments-là pour bien comprendre que les vagues dans lesquelles on est ont été très rapprochées et très violentes au début, et au fur et à mesure, elles vont s'espacer et devenir de moins en moins violentes. C'est ça. Sans décrire exactement ce qu'il va se passer, c'est ça dont il faut s'attendre en tant qu'investisseur, cette sinusoïdale qui petit à petit va baisser de volatilité et tendre vers un nouveau normal dont on parlera et que tout le monde aura accepté dans, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, j'espère que c'était clair. C'est pour moi, même si on est dans de l'imagé, etc., c'est important pour moi d'avoir cette image parce que ça vous évite de vous faire balader d'une semaine à l'autre lorsque le marché, un coup a peur de l'inflation, un coup a peur de la récession, etc. Et ça va continuer, et on va continuer d'avoir ces à-coups, et vous le voyez, on peut même finir l'année prochaine par avoir peur de la déflation à nouveau. Donc c'est pas à négliger, c'est à prendre en compte, justement, et c'est-à-dire ne pas, de la même façon qu'il y a 2 ans, il ne fallait pas rigoler du nouveau monde par rapport à la tech, du vieux monde par rapport à la tech, pardon. De la même façon, voilà, il ne faut pas enterrer les valeurs technologiques et la croissance nécessairement par rapport à une nouvelle sous-vague. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, et il faut bien comprendre, voilà, qu'on n'est pas dans du all-in, all-out, on n'est pas dans on favorise une seule stratégie pendant 10 ans et on s'y tient, non. On est justement dans le jeu de ces sous-vagues actuellement, et c'est ce que j'essaye avec mon petit être d'essayer justement de dégrossir et de vous faire partager, j'espère, le plus clairement possible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager également sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez, si ça a été clair dans les commentaires, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper d'autres vidéos où j'essaierai de décrypter un certain nombre de choses potentiellement en plus court. Excellente journée à vous les graphes, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo qui s'affiche sous une vignette ici, et je vous dis à la prochaine, salut.